Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer quelques minutes en ma compagnie. Avant de vous parler de mes lectures de janvier, je vais vous parler des livres que je suis en train de lire en ce moment, si ça ne vous dérange pas. Puis si ça vous dérange, vous sautez un petit peu plus loin. Actuellement, je suis en train d'écouter l'audiobook de You Should See Me in a Crown. Je vous dirai bien le nom de l'autrice, mais là je ne l'ai pas. Il me semble que l'audiobook est lu par l'autrice et c'est plutôt agréable à entendre. Il est disponible gratuitement et légalement sur Spotify, si jamais ça vous intéresse. Spotify est en train de développer un côté livre audio et il y a certains livres audio qui sont disponibles. Et il y a pas mal de livres queer qui sont disponibles justement. Donc si jamais ça vous intéresse, allez sur Spotify et cherchez You Should See Me in a Crown. Pour le moment, ça me plaît bien. C'est pas vraiment le genre de livre que je lirais de moi-même si Internet ne m'avait pas complètement hypé. J'aime bien, je passe un bon moment. Ensuite, je lis également Apoca Witch de l'Atelier du Jeudi, qui est un recueil de nouvelles mettant en scène des sorcières et en général des sorcières queer. Pour rester dans le côté queer, je suis toujours dans ma lecture de Vous n'êtes pas binaire, personne ne l'est, des éditions Améthyste de la collection Pluriel. Je crois que c'est dans ce sens-là. Et pour sortir un petit peu de ce thème queer, quoique j'aime bien y rester, moi, dans le thème queer, je suis en train de lire L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman. Neil Gaiman qui est un auteur que j'aime particulièrement et dont j'essaie de découvrir le plus d'œuvres possible. Enfin, avant de commencer, encore une fois, les lectures de janvier, je vais vous parler d'une lecture de décembre dont j'ai oublié de vous parler dans mes lectures du mois de décembre justement, en début du mois de janvier. Je sais pas pourquoi ça m'est sorti de la tête, mais en plus c'était une lecture que j'ai beaucoup appréciée et dont j'avais envie de vous parler parce que je pense que c'est une lecture qu'on pourrait mettre dans les mains des enfants si jamais vous avez des petits frères, des petites sœurs, des cousins, des cousines, des gamins. Ce livre c'est Martine ne sait rien faire, et encore une fois je vous dirai bien le nom de l'autorice, mais je m'en souviens plus. Martine ne sait rien faire, c'est l'histoire de Martine, une petite fille qui, comme le titre du livre l'indique, ne sait rien faire. Que ce soit les arts plastiques, le sport, la musique, quoi que ce soit, quoi qu'elle touche, elle finit par faire une catastrophe ou ne tout simplement pas s'en sortir. Elle sait tellement rien faire que la maîtresse a affiché ses dessins derrière la porte de la classe. Elle sait tellement rien faire qu'elle n'a pas d'amis, parce qu'en fait, les enfants, ils aiment bien jouer, et comme Martine ne sait rien faire, et jouer, c'est pas... ça fonctionne pas. Donc la petite Martine, elle est habituée à ne strictement rien faire de ses journées et à les passer toute seule jusqu'au jour où arrive Isadora. Cette petite nouvelle dans la classe, elle est un petit peu loufoque, un petit peu différente et elle se prend d'un très gros attachement pour Martine. Et il se trouve que cette petite fille, elle a un rêve. Quelque chose de grandiose qu'elle veut créer. Elle veut créer la première machine volante. Et elle a l'air de complètement ignorer que les machines volantes existent déjà et que ça s'appelle des avions. Mais Martine, plutôt que de lui dire, elle décide d'embarquer dans cette aventure avec cette petite fille, parce que pour une fois, il y a une petite fille qui veut être son amie et qui a un grand projet avec elle, qui est de créer cette machine volante, la première machine volante. C'était une lecture très douce, très drôle, très bien écrite, avec sûrement peut-être des petits trucs de pop culture que je sais pas si les enfants de cette nouvelle génération vont avoir. Est-ce que les enfants de cette génération lisent toujours les Martine? Parce qu'il y a une blague sur les albums Martine qui, moi, m'a fait rire. C'était très touchant, c'était très joliment écrit, c'était émouvant. C'était vraiment très agréable et ces deux enfants, elles sont très très touchantes. J'ai beaucoup aimé cette espèce de petit message qui dit que c'est pas parce que tu as l'impression de ne savoir rien faire, c'est pas parce que tu as l'impression que personne ne t'apprécie pour qui tu es que c'est le cas. Cette petite nouvelle dans la classe de Martine, elle trouve que Martine, elle est incroyable, elle la trouve super intelligente, très maligne, elle trouve qu'elle l'aide beaucoup dans ses projets, alors que Martine, ça fait des années que elle est toute seule et j'ai trouvé ça vraiment très très touchant et que c'était un message très joli et très joliment mené. Maintenant que j'en ai terminé avec cette introduction un petit peu trop longue, c'est parti pour mes lectures du mois de janvier. Alors ce mois-ci, il n'y a pas eu de lecture ado encore, on oscille entre la jeunesse et les romans pour adultes. Je vais commencer avec les romans pour la jeunesse, et si jamais les romans pour la jeunesse ne vous intéressent pas, allez un petit peu plus loin. J'ai lu 3 romans pour adultes, et les 3 c'était dans la fantasy, l'horreur, enfin bref, avancez la vidéo. J'ai d'abord lu le tome 1 et 2 de L'éveil des sorcières de Cordelia, et c'était une très bonne lecture. L'éveil des sorcières, c'est pas non plus une lecture qu'on va mettre en avant en vous disant que le plot est incroyable, que c'est du jamais vu. Non, l'éveil des sorcières, c'est l'histoire de Nora, une jeune fille qui découvre du jour au lendemain que c'est une sorcière et qui s'entraîne à devenir sorcière. Si vous voulez faire lire des petites sorcières ou des petits sorciers à vos enfants, tentez l'éveil des sorcières, c'est pas mal, c'est francophone, c'est très bien écrit, c'est très mignon, et en plus ça déborde de diversité.
Et tout le premier tome se base surtout sur un message très important qui est sur le consentement et les agressions sexuelles à l'école. En plus de découvrir la magie, Nora elle apprend que dans son école, eh ben, les garçons s'amusent à jouer à un jeu qui est de toucher les poitrines et les fesses des jeunes filles, des autres filles, et selon quelle partie du corps tu touches, eh ben, tu gagnes des points et tu gagnes un jeu. Alors ça peut paraître très poussé pour certaines personnes, mais je peux vous dire que moi dans l'école où j'étais, ce jeu existait. J'étais en primaire, moi j'étais pas au collège, mais ce jeu de toucher les fesses, la poitrine, sans consentement, d'embrasser les filles sans leur consentement, eh ben c'était un jeu. Et on en a toutes plus ou moins fait les frais. Il y a aussi toute cette idée que dans le livre de Cordelia, on dit les sorcières et non les sorciers, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit toujours le masculin qui l'emporte sur le féminin. J'ai ensuite lu, pour rester dans le thème des agressions sexuelles expliquées aux enfants, Le poids de la couleur rose. Là aussi, me demandez pas l'autrice. Poids de la couleur rose, c'est une histoire qui commençait très bien et j'ai été très déçue de la fin. Alors là, on parle vraiment d'agression sexuelle, vraiment en profondeur et sans j'ai le mot sugar-coated dans la tête, qui est anglais et qui va très bien dans ce contexte, mais c'est pas ça que je cherche. Sans chercher à édulcorer le truc. C'est l'histoire de Rosalie qui un jour, en rentrant à la maison ou allant à l'école, je sais plus, se retrouve bloquée dans un coin par des gamins de son école, et ces garçons-là s'amusent à se déshabiller devant elle et à lui montrer ce qu'ils ont dans le pantalon. C'était très intéressant en fait dans le sens où pendant toute l'histoire on voit à quel point ça affecte Rosalie, même si des fois elle ne s'en rend pas compte, même si des fois elle n'est pas capable de l'expliquer. Elle sait que ce qu'ils ont fait est mal, elle sait que ce qui lui est arrivé n'est pas bien, et que cela n'aurait pas dû lui arriver, mais elle a quand même cette peur et cette honte, et il grandit alors en elle cette peur des garçons, cette peur des hommes, d'être en danger quand elle est avec d'autres garçons de sa classe, de ne pas oser tomber amoureuse d'un garçon, de ne pas oser s'approcher d'un garçon. On a à la fin ce très joli message qui est que on n'a pas le droit de toucher les femmes, le consentement c'est important, le corps de Rosalie n'appartient qu'à Rosalie, et que oui, elle n'est pas la première femme à avoir vécu ce genre de choses, mais c'est pas pour ça que c'est pas grave. Le problème, c'est qu'à la fin du bouquin, Rosalie ne parle jamais à un adulte de ce qui lui est arrivé. Je sais que dans la vraie vie, il y a plein d'enfants qui parlent et ça ne change rien. Il y a des femmes qui parlent et ça ne change rien. On a encore à la radio, en ces temps-ci, des hommes politiques qui racontent que toutes les plaintes sont prises en compte, que toutes les femmes vont porter plainte, et que ce sont des grosses conneries. Ce n'est pas vrai, les femmes ne sont pas écoutées, les femmes ne sont pas prises au sérieux, et oui, c'est incroyable qu'on doive encore se battre contre ça pour simplement que notre corps soit protégé, que notre sexualité soit protégée, ou tout simplement pour qu'on nous foute la paix. Je sais que ça arrive, je sais que c'est le cas, je sais que c'est probablement plus, malheureusement, une majorité qu'une minorité, mais tout de même, j'aurais voulu qu'à la fin du livre, Rosalie se confie à un adulte, pas forcément sa mère, ou même que se confie à sa meilleure amie, ou je crois qu'il y a un professeur aussi qui la tire vers le haut, voilà, qu'elle se confie à un adulte, qu'on apprenne aux enfants qu'il faut pas qu'ils gardent ça pour eux. Parce que ça te bouffe de l'intérieur si tu gardes ça pour toi. Le premier livre adulte que j'ai lu, c'est Mexican Gothic, que j'ai juste là parce qu'il est dans ma palle depuis je sais plus combien de temps, 1 an je crois. Mexican Gothic, c'est l'histoire de Noémie, une jeune fille très glamour, une jeune fille qui aime bien séduire, très séduisante, qui va faire la fête, tout ça, qui reçoit une lettre de sa cousine Catalina. Catalina, ça fait quelque temps qu'elle est mariée à un homme, et depuis qu'elle est mariée à cet homme, ils vivent tous les deux dans la grande maison familiale de cet homme. On apprend que la famille de Noémie et de Catalina ne connaît pas vraiment le mari de Catalina, parce qu'ils se sont mariés très vite. Après s'être rencontrés, que tout s'est fait rapidement, ils se sont mariés et Catalina a fait ses valises et elle est partie vivre chez lui. Je me souviens plus de son nom, c'est pas écrit derrière. On va l'appeler le mari. Dans cette lettre que Noémie reçoit, Catalina appelle à l'aide. Elle dit qu'elle est en danger, elle dit qu'elle n'arrive pas à s'en aller, elle dit qu'il y a des choses dans les murs, qu'elle voit des fantômes, qu'il y a des voix dans les murs, et c'est vraiment très inquiétant. Du coup, Noémie fait ses bagages et décide d'aller dans ce manoir. Dans cette villa, Catalina vit avec son mari, les 2 parents de son mari, dont un qui est malade, il y a un cousin je crois aussi, ou un demi-frère, et des domestiques. Une fois arrivé là-bas, on dit à Noémie que oui, Catalina est malade, mais que Catalina va mieux, il lui faut juste se reposer, et que c'est dommage qu'elle ait fait tout ce chemin juste pour ça. Sauf que plus le temps passe, plus il se passe des choses vraiment étranges dans cette maison, et plus le cas de Catalina inquiète Noémie, parce que elle est là pour voir sa cousine, mais il semblerait qu'on lui interdise toute visite avec sa cousine, ou même des conversations de plus de 5 minutes. Et même les dialogues de Catalina, ils sont pas cohérents. Des fois, elle va très bien. Parfois, elle dit toujours qu'elle entend des voix dans les murs. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette maison. Et Noémie, qui est du genre à foutre son nez là où elle ne devrait pas et à s'occuper des affaires des autres, décide de mener sa petite enquête et de sortir sa cousine de là.
C'est un roman horreur gothique que moi j'ai trouvé assez léger. Personnellement, j'ai pas été trop trigger, mais je serais vous, j'irai voir sur internet la liste des trigger warnings parce qu'elle est longue comme le bras. Une ambiance très déplaisante, très humide, vraiment cette sensation d'être dans un espèce de cocon, mais dans un cocon qui est en train de vous bouffer lentement. On sent la tension, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Et il y a des moments où Noémie, elle n'arrive même plus à faire confiance en ce qu'elle voit, où elle n'a plus confiance en ce qu'elle ressent. Et ben on a cette impression aussi, même si c'est lu, même si c'est écrit pardon, à la troisième personne de la narration, nous aussi il y a des fois on a l'impression de ne plus comprendre ce qu'il se passe, de ne plus pouvoir faire confiance au narrateur, de ne plus pouvoir faire confiance à la maison, ni à aucun des personnages. Je trouvais qu'il y avait une espèce d'ambiance à la Crimson Peak, alors c'est peut-être juste moi, j'ai adoré ce film Crimson Peak, mais j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu cette ambiance-là, cette ambiance de maison, très éloignée du monde, dans lequel on ne peut pas vraiment sortir avec cette idée c'était de l'argile je crois dans Crimson Peak, là c'est la pluie qui empêche de rentrer, qui empêche de sortir de la maison, qui bloque un peu tout le monde, cette sensation un peu humide et de maison vraiment vieille qui craque, de bois qui craque et de fantômes dans la maison, voilà. C'est d'une famille un peu étrange, aux habitudes assez étranges, qui du coup se ressemble peut-être un peu à ce qui s'est passé dans Crimson Peak sans trop vouloir spoiler, mais vraiment moi c'était cette ambiance là que j'avais. Alors si vous me dites que le plot twist de fin, enfin pas le plot twist de fin, mais que la révélation de ce qui se passe dans cette maison, vous vous y attendiez, je ne vous croirais pas une seule seconde. Pas une seule seconde. Moi je pensais que j'avais compris, et ben j'étais complètement à côté. Parce que vraiment, je ne sais pas où l'autrice est allée chercher ça. Je vous recommande ce bouquin à 2000%. C'était incroyable, j'ai adoré ma lecture. Je suis vraiment contente de découvrir des lectures adultes qui me plaisent. Contrairement à la prochaine dont je vais vous parler. Ma prochaine lecture, c'est Tant que le café est encore chaud, un roman de littérature japonaise plutôt, qui a fait beaucoup le tour de Booktube et que du coup tout le monde a adoré. Et je me suis dit tiens, moi qui n'ai jamais lu de littérature japonaise, je vais tenter. Et quand j'ai dit ça, j'ai 2-3 personnes qui sont venues me dire alors moi j'ai pas aimé, alors moi j'ai vu ça, ça m'a pas plu, et j'ai lu et ça ne m'a pas plu. Tant que le café est encore chaud, c'est l'histoire d'un café dans une ville japonaise dans lequel vous pouvez vous rendre et voyager dans le passé. Il y a quelques règles, il faut revenir vite si on ne veut pas rester coincé par exemple, et surtout la règle la plus importante, c'est que quoi que vous alliez dire, quoi que vous alliez faire, en fait c'est plus un voyage dans des souvenirs qu'un voyage dans le passé. Parce que quoi que vous allez faire, vous ne changerez pas le présent, vous ne changerez pas le passé, ce qui s'est passé restera intact. C'est juste un moyen de revenir dans un espèce de fragment de souvenir et d'essayer de voir comment ça se serait passé si vous aviez fait les choses autrement. On suit les habitués du café, on suit les personnes qui travaillent dans le café et leur famille pendant une lecture très contemplative, très lente et honnêtement qui ne va pas loin, enfin qui va nulle part, il se passe rien d'intéressant, rien de bien... C'est juste... ces personnages-là, pourquoi ils sont là, comment ils en sont arrivés là, et la fin c'est la même, parce que de toute façon quand ils retournent dans le passé, rien n'a changé. Tout allait bien, je ne vais pas dire que j'appréciais ma lecture, mais ça allait, ça se lisait vite, la plume était intéressante, jusqu'à la fin. Sans vous spoiler la fin, sans vous spoiler les histoires, ni comment on en est arrivé là, parce que bon, il se passe quand même 2-3 petits trucs que vous pourriez vouloir découvrir. La dernière histoire, la dernière personne qui voyage dans le temps, transporte avec elle un énorme message anti-avortement qui ne m'a absolument pas plu. Je n'ai vraiment pas aimé comment le message a été transmis, je n'ai vraiment pas aimé comment ça a été fait, voilà, pour moi ça m'a mis, en plus de me mettre mal à l'aise, ça m'a mis en colère en fait, parce que ça n'avait rien à faire là. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, c'est Le garçon et la ville qui ne souriait plus, de David Braille. Ça sera là, je pense. C'était une lecture qui aurait pu être un petit coup de cœur sympathique. Mais il y a pas mal de détails qui m'ont fait baisser ma note. Le garçon et la ville qui ne souriait plus, c'est l'histoire de Romain, alors je sais plus en quelle année, mais dans le passé, à Paris, dans un Paris dans un Paris imaginaire, un Paris qui n'est pas celui que nous avons traversé, quoique sur certaines thématiques, on y est sûrement encore un peu quand même. En gros, dans ce monde, les gens sont divisés en 2 catégories, les normaux et les anormaux. Et dans les anormaux, ils mettent un petit peu tout le monde. Si t'es queer, tu y vas. Si t'es pas blanc, tu y vas. Si t'es handicapé, tu y vas. Si ton mari a décidé de t'y envoyer, tu y vas. Ceux qui sont considérés comme anormaux sont exilés à la cour des miracles et sont régulés par une police de la norme et par l'église. Romain, il est le fils d'un policier et Romain
il aime beaucoup aller voir les anormaux la nuit. Parce que même s'il se mélange jamais vraiment avec eux, même s'il les regarde de loin plus qu'autre chose, il sait au fond de lui qu'il est un anormal, que c'est là qu'est sa place, et il pense qu'il serait beaucoup plus heureux là-bas, parce que Romain, même s'il n'a toujours pas fait son coming out, est gay. Un jour, Romain entend une conversation entre son père et un inconnu, et cet inconnu apprend à son père qu'ils vont détruire l'endroit où vivent les anormaux, l'endroit où ils sont exilés et rejetés, et que pour qu'il n'y ait que des normaux en fait à Paris, et ces gens-là seront sûrement tués, débarrassés, ou ils mourront tout seuls parce que personne ne veut prendre soin d'eux. Romain décide alors de prendre une décision et d'aller enfin voir les anormaux. J'aime pas le terme anormaux, donc je continue de mettre des guillemets, les anormaux, pour leur dire ce qui se passe et pour les aider. Et on rencontre déjà ce premier problème qui est que pendant tout le bouquin, Romain continue d'utiliser le terme anormaux pour qualifier ces gens-là, dont un jeune homme dont il est amoureux. Si Romain se sent vraiment comme faisant partie de cette communauté et si Romain a vraiment l'impression qu'il y a une discrimination, parce qu'il y en a une, Romain aurait dû arrêter depuis même le début d'utiliser ce terme pour parler de ces personnes. Il y a aussi pas mal de petites phrases et de remarques sur le personnage de Joséphine qui est considérée comme anormale parce qu'elle est grosse. Et en fait, pendant une grosse partie du bouquin, j'avais l'impression de ne savoir que ça sur elle en fait. Elle avait peu de moyens d'être reconnaissable, elle était peu reconnaissable parmi les autres, en dehors du fait qu'elle s'appelait Joséphine et qu'elle était grosse. Et au niveau des dialogues, au niveau de la narration, c'était très souvent répété, et jamais avec un ton forcément très sympathique, souvent d'un ton moqueur, et ça je peux pas. Et enfin, la relation amoureuse dans ce bouquin, elle sort un petit peu de nulle part. C'est vrai que oui, Romain observe Lyon, je crois que ça s'appelait Lyon, oui, que Romain observe Lyon depuis un petit moment, depuis le début du livre, on sait depuis le début du livre que Romain est amoureux de lui, mais ils ont pas tant d'interactions que ça, et le peu d'interactions qu'ils ont, c'est uniquement sur le complot pour détruire le lieu de refuge des anormaux, c'est uniquement pour ça. C'est absolument pas pour parler d'eux, c'est absolument pas pour créer un lien intime. Du coup, à la fin, quand ils s'embrassent, ça sort d'où? Non mais c'est une vraie question. Non parce que oui, moi aussi, j'aurais bien voulu que Romain et Lyon finissent ensemble. C'est un peu ce qu'on m'a vendu au début du livre, ça aurait été dommage que ça n'arrive pas. Mais pour ça, il faut construire quelque chose tout au long du livre. Pas forcément un grand chef-d'œuvre, mais un petit bijou de littérature queer mignonne, un petit peu cliché, un petit peu déjà vu, mais qui fonctionnait très bien, qui fonctionnait facilement et avec une plume intéressante. Mais voilà, il y a eu des petits couacs. Voilà, c'était mes lectures du mois de janvier. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et d'avoir passé quelques temps avec moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme d'habitude, ce que vous pensez de ces livres, si je vous ai donné envie de les lire, de ne pas les lire, qu'est-ce que vous avez lu récemment aussi, ça m'intéresse. Faites gonfler ma palle un petit peu, ça ne me dérange pas. Et sur ces mots, je vous embrasse, comme je vous l'ai dit, et on se retrouve la semaine prochaine.